On passe maintenant à la connaissance intellectuelle qui va nous occuper plusieurs cours. J'ai oublié, oui, excusez-moi, au début de ce cours, comme titre, j'ai mis sensibilité, alors qu'en fait c'est sensibilité et intelligence. Mais en fait, on commence seulement l'intelligence maintenant. Voilà, la troisième partie de ce cours va nous occuper, la connaissance va nous occuper plusieurs cours encore suivants. Oui, encore 5 cours, je crois. L'intelligence, eh bien oui, c'est ce qui caractérise l'homme et constitue sa pensée. C'est par là que l'homme est un être spirituel. C'est-à-dire qu'il a une activité essentiellement dans son esprit, et pas seulement au plan de ses facultés externes. L'intelligence se manifeste à travers la pensée de l'homme. Et la pensée s'exprime par le langage. C'est pourquoi on va aborder l'étude de l'intelligence à partir du langage. Ça, c'est une caractéristique de la philosophie réaliste, c'est qu'on va partir de la réalité, c'est-à-dire de ce que vit l'homme dans son quotidien, c'est-à-dire le langage. Le langage, on sait la part importante qu'il tient dans la vie de l'homme, et c'est par là que s'exprime sa pensée aussi. Elle est en lui-même, mais c'est par le langage que nous communiquons nos pensées. La pensée progresse en grande partie par le raisonnement. C'est son processus ordinaire. Exemple du raisonnement, la pierre n'est pas vivante parce qu'elle ne se nourrit pas. Une première analyse nous révèle que cette phrase réunit 2 propositions. Une proposition exprime un jugement en affirmant ou niant quelque chose. Par exemple, la première proposition, le premier jugement, exprime que la pierre n'est pas vivante. Si on continue l'analyse dans la phrase « la pierre n'est pas vivante », on peut dissocier le mot « vie » du mot « pierre » et de celui d'être. En fait, on peut distinguer chaque mot. Chaque mot a un sens dans la phrase. On ne peut pas dissocier plus, sinon on aura des lettres qui n'ont pas par elles-mêmes de signification. Vous voyez, on fait une sorte d'analyse de la proposition qui se divise en jugements, et les jugements se divisent en mots, mais arrivé aux mots, on ne peut pas diviser plus, parce que sinon on a des lettres qui n'ont plus de signification. Ce qui nous intéresse là, c'est la signification de la phrase. L'élément constitutif donc de toute expression, c'est le mot. Et le mot exprime une notion. Voyez, on a vu ça déjà. On a dans notre exemple la notion de vie, de pierre, de se nourrir. Vous vous rappelez ce que c'est que la notion, ce qui correspond à l'essence des choses, et ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Et qui répond à la question qu'est-ce que c'est, avec la définition. De ce que le mot exprime une notion, on en déduit que les éléments constitutifs de la pensée sont les notions. Vous voyez, d'un côté, on a dit les éléments constitutifs d'une phrase avec les jugements, ce sont les mots. Et là, on se place du côté de la pensée, et on dit que les éléments constitutifs de la pensée, ce sont les notions. C'est-à-dire qu'on ce sont les éléments de base, les premières pierres, on appelait ça la construction entre guillemets, vous vous rappelez à quel sens il faut entendre construction, les premières pierres de la construction qu'est la connaissance en nous. De ce que les mots sont assemblés en propositions pour former des jugements,
on en déduit que les notions assemblées dans la pensée servent à former des jugements. Dans un jugement, les notions sont assemblées par affirmation ou négation. C'est très important ce qu'on dit là, vous allez voir. Par exemple, on peut dire la pierre est vivante, ou la pierre n'est pas vivante. Ou bien la pierre se nourrit, ou la pierre ne se nourrit pas. Affirmation et négation dans un jugement. Pour ce qui est des raisonnements, on vient de voir qu'ils sont formés de jugements. Un raisonnement, c'est un lien entre deux jugements. Les pierres élémentaires de la pensée, ce sont donc les notions, comme on le disait. Toute la pensée de l'homme découle des notions. Il nous faut donc partir de là. Leur étude est fondamentale. Au cours de l'histoire de la pensée, il y a eu 4 grandes positions sur cette question des notions. Le nominalisme, qui vient de nom, N-O-M, la position de Platon, deuxièmement, l'idéalisme, troisièmement, et la position d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin, quatrièmement. Nous verrons successivement ces 4 grandes positions et on commence en ce cours par voir le nominalisme. Nous allons procéder de la même manière qu'avec la connaissance sensible en précisant quel est l'objet matériel et quel est l'objet formel de la connaissance intellectuelle. Nous avons vu que l'objet matériel de toute la connaissance est la réalité en général. Nous avons ensuite précisé que cet objet matériel pour la connaissance sensible est plus précisément l'être individuel, particulier, comme cet homme avec sa hauteur de 1,80 m, ses yeux bleus, ses cheveux bruns, et toutes ses caractéristiques particulières. Sa barbe rasée, je précise parce que aujourd'hui des gens rasés, il y en a de moins en moins. Bon. C'est une mode, il y en a qui ça va, mais d'autres, bon, il faudrait racheter un rasoir. Bref, qu'est-ce que je connais par la connaissance intellectuelle? Eh bien, c'est la notion d'homme, c'est-à-dire la nature humaine, la nature intelligible universelle. Oh là là. La nature intelligible universelle. Quand je connais cet homme-là, c'est par les sens, et c'est un être individuel. Mais quand je sais ce qu'est l'homme, tout homme, ce qui constitue l'homme dans sa nature, ce qui fait qu'il est ce qu'il soit chinois, hindou ou africain, qu'il ait vécu au XIIe siècle ou bien qu'il doit vivre au XXe siècle, c'est sa nature universelle de l'homme que je connais. La nature qui convient à tout homme, indépendamment de ses caractéristiques individuelles particulières de couleur de peau, de cheveux ou d'époque. On fait un petit rappel de vocabulaire là. Intelligible signifie connu par l'intelligence, de même que sensible signifie connu par les sens. Pas dur. Tâchez de retenir ça. Intelligible, connu par l'intelligence. C'est ce qui est connu par l'intelligence, c'est l'objet, objectum. Et de même que le sensible est ce qui est connu par les sens. La notion que l'on appelle aussi l'idée, la nature, est quelque chose d'intelligible, c'est-à-dire de connaissable par l'intelligence. Alors, oubliez ce qu'on entend par idée habituellement dans le langage courant. C'est pas la même, je dirais pas du tout, mais c'est pas tout à fait la même signification. Là, on est en philosophie scientifique, c'est un langage technique dont les mots répondent à des réalités bien précises. Donc, idée, pour l'instant, vous l'associez à nature, et vous rappelez que nature, c'est aussi l'essence, la substance, aussi la notion, d'une certaine manière. Ce qu'on vient de dire, là, la notion que l'on appelle aussi l'idée, la nature, est quelque chose d'intelligible.
c'est-à-dire de connaissable par l'intelligence. L'objet matériel de l'intelligence est donc l'être universel, par opposition à l'objet matériel de la connaissance sensible qui est l'être particulier. Quel est l'objet formel de l'intelligence? À ce sujet s'est posé un problème clé dans l'histoire de la philosophie. Est-ce que la connaissance intellectuelle est de même nature que la connaissance sensible, mais d'un degré supérieur, ou bien est-elle d'une autre nature? Ah, c'est une question extrêmement importante, hein. Car, vous allez voir, si notre connaissance intellectuelle n'est qu'un degré supérieur de connaissance sensible, que nous partageons avec les animaux, eh bien, ça signifie que l'homme n'est qu'un animal un peu plus perfectionné que les autres. Il n'y a pas de différence radicale entre eux, hein, et c'est ce que je pense la plupart des gens aujourd'hui, hein, même ce qu'on appelle les savants. Beaucoup de personnes pensent cela, même bien placées dans le domaine intellectuel, hein. Par contre, si la connaissance intellectuelle est d'une toute autre nature que la connaissance sensible, alors l'homme a une différence radicale avec l'animal, vous voyez. Et donc il y a une discontinuité entre l'animal et l'homme. C'est très 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 important tout ça, parce que ça va. La déduction certaine de cette distinction-là, la précision, pardon, plutôt, de cette distinction, ça va renverser toutes les croyances qu'on a aujourd'hui d'une certaine évolution, où on serait l'aboutissement d'une transformation provenant du singe, etc. Parce que ça renverse ça renverse la religion, parce qu'à ce moment-là, s'il y a une évolution qui s'est produite tout seul, il n'y a plus besoin de Dieu, et puis ça renverse aussi tout ce qui peut nous placer comme un être spécial par rapport au reste de la création. Nous sommes nous sommes en haut de l'échelle des valeurs des créatures dans ce monde corporel, appelés à le dominer au bon sens du mot, à le gérer, ce monde. Et puis, on va voir que ça entraîne toute la vie éternelle. Nous faisons partie des êtres supérieurs que sont Dieu. On a été créé à l'image de Dieu, on apprend en théologie. Et c'est ce qui va nous permettre d'entrer, entre guillemets, dans le monde supérieur des anges et de Dieu, et de faire de nous véritablement de retrouver ce qui fait de nous des êtres supérieurs, pas au sens comment dire, orgueilleux où on l'entend aujourd'hui, mais au sens véritable de la nature de l'homme, qui est en lui-même un être supérieur, qui a été créé à l'image de Dieu, et qui est appelé à vivre une vie avec Dieu, éternelle avec Dieu. Donc vous voyez toute l'importance de cette question. Si on est comme des animaux un petit peu plus évolués, il n'y a pas grande différence. Et donc, nous ne sommes pas des êtres divins, comme on l'avait remarqué déjà certains grands poètes. Et si nous sommes des êtres divins, notre vie doit changer par rapport à ça, parce qu'à ce moment-là, nous allons vivre en fonction, déjà sur la terre, de cela, et puis aussi en prévision de ce qui nous attend dans l'éternité, c'est-à-dire nous retrouver en face de Dieu, et puis de vivre avec lui. Ça va aussi nous aider à préciser les questions de l'intelligence artificielle, par exemple, hein, où on considère l'intelligence comme un objet de calcul, tout simplement. Et donc là, l'ordinateur nous est bien supérieur, parce qu'il est beaucoup plus rapide pour faire les calculs. Et puis, voilà. Vous voyez, si on n'est pas un être spécialement différent des animaux, aussi du point de vue moral, du point de vue de ce qu'on appelle la sexualité aujourd'hui et toutes ces choses-là, ça donne ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut coucher avec n'importe qui,
avoir des petits... Encore les animaux n'avortent pas, eux, alors que nous, on avorte pour garder juste seulement le plaisir. Vous voyez? Alors que si on est vraiment des êtres divins, des êtres supérieurs, enfin disons supérieurs au sens spécifique, ben ça change tout dans la vie de l'homme. Hein. Ça n'empêche pas qu'on soit des animaux, on va le voir. Hein. On a quand même un côté animal en nous. Mais nous ne sommes pas des animaux supérieurs, nous sommes des êtres rationnels avec une partie animale en nous. Alors, on peut prendre un exemple concret pour mieux mettre en relief l'importance de cette question. En effet, si la connaissance intellectuelle n'est pas différente de la connaissance sensible, si elle n'est qu'un degré supérieur, et donc s'il n'y a pas de différence radicale entre l'homme et l'animal, il n'y aura pas de différence entre tuer des bébés animaux et tuer des bébés humains. Vous voyez ? Hein, des chats, bah, si un chat il a fait plein de petits alors qu'on n'avait pas prévu la chose, bah, on met les 5 ou 6 petits chatons dans un seau d'eau, puis voilà, terminé. Hein, personne ne va nous conduire en jugement pour ça. Et donc, si nous ne sommes que des animaux un peu supérieurs, bah, il n'y a pas de problème à ce qu'on puisse supprimer les petits êtres humains. Puis même les grands, après, une fois qu'on est lancé, hein, vous savez. Si par contre la connaissance intellectuelle est radicalement différente de la connaissance sensible, il y aura une différence radicale entre tuer un bébé homme et de tuer un bébé animal. Hein? Vous allez me dire, mais avec la connaissance intellectuelle, qu'est-ce que ça fait de plus? On le verra, on va le voir dans ces cours. On va voir, c'est une question qui nous permet de connaître la vérité qui est éternelle, et ce qui fait de nous des êtres éternels et immortels. Alors que l'animal n'est pas immortel. La question est donc cruciale. Enfin, pour l'instant, c'est de savoir si on est radicalement différent de l'animal ou pas. Il y a eu dans l'histoire de la pensée tout un courant philosophique appelé le sensualisme, dont l'origine est sensibilité, non pas sensualité, hein. Sensualismus, que l'on appelle aussi le nominalisme, pour des raisons que l'on va indiquer. Qui considère que la connaissance intellectuelle n'est qu'un degré supérieur, vous voyez, de la connaissance sensible. Alors, se rattachant à ce courant, on a un certain nombre de philosophes. Dans l'Antiquité, chez les Grecs, Héraclite, vous voyez, on retrouve Héraclite, Démocrite, Épicure. Chez les Latins, Lucrèce, disciple d'Épicure. Les promoteurs de l'hédénisme. Au Moyen-Âge, Guillaume de Cam, puis Locke, au XVIIe siècle, Hume, si vous voulez, au XVIIIe, Mill, Spencer, au XIXe, pour l'Angleterre, pour la France, Condillac, au XVIIIe, Auguste Comte, au XIXe siècle, Bergson, pour certains aspects de sa philosophie, au XXe siècle, et par certains aspects encore l'existentialisme et le structuralisme. Le nominalisme considère que nous ne connaissons que des êtres individuels. Et c'est vrai, en un sens, car tout ce que nous connaissons provient des êtres individuels. On a vu, c'est la connaissance sensible, c'est la première connaissance que nous avons. Il n'y a nulle part un être qui serait dans la nature humaine en soi. Il n'y a nulle part un être dans la nature qui serait la nature humaine en soi ou le cheval en soi. Ce que nous connaissons, ce sont des êtres individuels avec leurs caractéristiques particulières. Mon voisin ou ma voisine, c'est un être particulier, c'est pas un être universel. Ce que disent encore les nominalistes, c'est qu'il n'y a pas d'idée innée. Du fait, selon eux, que tout nous vient par l'intermédiaire des sens, il ne peut y avoir en nous, à la naissance, des idées toutes faites qui ne viendraient pas de la connaissance sensible.
Ces deux affirmations du nominalisme ont leur part de vérité. Vous voyez, toutes les philosophies, même celles qui sont dans l'erreur, elles ont toujours un côté de vérité. Mais il y a quelque chose où ça se déconnecte de la réalité, vous voyez. C'est ce qui caractérise l'erreur. Le nominalisme se pose alors la question. Comment expliquer le caractère universel de nos notions, hein? Par exemple, l'homme, hein, on reprend le même exemple. Qu'est-ce qui me permet de définir l'homme, de dire cet être-là est un homme, hein? Mon voisin est un homme. Bon, c'est-à-dire qu'il y a la nature humaine. C'est pas un chien, ni un cheval, ni un éléphant. Et il fait le raisonnement suivant, le nominalisme. Entre les hommes, par exemple, il y a des différences, comme de couleur des yeux, certains les ont bleus, d'autres noisettes, ou de couleur de cheveux ou de peau. Certains ont les cheveux bruns et la peau noire, d'autres ont les cheveux blonds et la peau blanche. Il y a des différences et en même temps des caractères physiques de ressemblance, comme tout homme est constitué d'un tronc, de deux jambes, de deux bras, de pieds, de mains, d'une tête, d'oreilles, etc. On peut ainsi former en soi une image commune de tous les hommes, une image qui parle à la sensibilité, hein, la sensibilité au sens de ce qui est saisi par les sens. Hein. On arrive ainsi à distinguer l'image commune de l'homme de celle du lapin et du renard. Il ne reste plus qu'à mettre un nom sur chaque description, et nous avons le nominalisme, voilà, comprenez, pour lequel la connaissance universelle ne consiste en rien d'autre que de mettre un nom sur des êtres à partir de leurs caractères généraux, comme pour en faire une classification. Vous voyez ? Un peu comme la ménagère qui fait de la confiture, pour les distinguer ensuite, elle met une étiquette sur chaque pot, hein, qui indique de quelle sorte de confiture il s'agit, confiture de fraises, d'oranges ou d'abricots. Hein. Pour le nominalisme, il ne s'agit de rien d'autre que de mettre un nom commun sur chaque chose. D'où ce mot célèbre de Condillac, les sciences ne sont que des langues bien faites. Hein? Les sciences ne sont que des langues bien faites. Il s'agit seulement de ranger les choses particulières, de les étiqueter pour en faire une classification. Mais les notions ne sont pas seulement des noms pour classer les êtres selon les caractères communs. C'est ce qui nous fait connaître la nature des êtres. Hein? Avec ce qu'on vient de voir précédemment, vous allez voir qu'on comprend très bien. Ce n'est pas la même chose. La notion, c'est ce qui nous fait connaître ce qu'est une chose en elle-même. Hein? Ce n'est pas seulement une technique pour classer les choses selon des généralités physiques. La notion n'est pas une généralité qui découle de l'observation d'un ensemble d'êtres, c'est quelque chose d'universel. Bon, c'est pas... Ça va s'éclairer, vous allez voir. Quelle est la distinction? L'image commune que l'on peut se forger des hommes dépend des hommes que l'on a rencontrés. Mais la notion d'homme ne nous fait pas seulement connaître les hommes que nous avons rencontrés, mais aussi ceux du passé que nous n'avons jamais rencontrés et ceux du futur que nous ne rencontrerons jamais. Parce que la notion, ce n'est pas seulement une généralité, mais c'est ce qui nous fait connaître la nature de l'être en lui-même. Que cet être soit une multitude, ou qu'il soit unique, hein, ça peut arriver aussi, ce n'est pas seulement une image générale déduite d'un ensemble de cas particuliers. Vous voyez? Vous voyez peut-être pas encore, mais ça va s'éclairer peu à peu. Le problème, c'est que le nominalisme ne s'est jamais posé la question de l'objet formel de la connaissance intellectuelle. Et comme on l'a dit, c'est toujours la forme qui donne sa nature à un être. Et donc c'est l'objet formel
qui va permettre de définir la nature de la connaissance intellectuelle des notions. Hein? Sinon, avec le nominalisme, il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et l'animal. Quand un chien voit un homme, il ne le prend pas pour un chat ou un lapin. Il sait très bien que c'est un homme, parce qu'il a en lui-même une image commune. C'est pourquoi, pour le nominalisme, la seule différence entre l'animal et l'homme, c'est un langage plus élaboré. Un animal, en effet, réagit aussi à certains mots, comme lorsqu'on dit chat à un chien, ou promenade, il se précipite en aboyant vers la porte. De même, les oiseaux ont un langage entre eux, on le sait. Pour mieux comprendre la différence, il faut se poser la question de l'objet formel de la connaissance intellectuelle dans les notions. Le chien connaît de la même manière que l'homme les caractères physiques et sensibles de ressemblance, comme ceux que l'on a énumérés par exemple tout à l'heure, comme le fait que l'homme a une tête, deux jambes, etc. En fait, quand on cite ainsi les caractères physiques de ressemblance, on fait une description de l'image commune que l'on peut avoir de l'homme. L'homme ou un autre être. Il faut reconnaître que le nominalisme suit bien le penchant naturel de l'intelligence, qui consiste à chercher à savoir ce que sont les choses en elles-mêmes, à répondre à sa question de toujours, qu'est-ce que c'est? Mais il ne prend pas le bon chemin. Quand je réponds à la question « qu'est-ce que c'est ?», je ne donne pas seulement une description extérieure, comme à propos de l'homme, en disant que c'est un tronc avec des bras, des jambes, etc. Mais je réponds en disant qu'un homme, c'est un animal doué de raison, c'est-à-dire un être corporel, ayant les fonctions animales et doué d'intelligence. Je vais répondre à cette question, qu'est-ce que c'est, par une définition, comme on l'a vu, qui va me dire ce qu'est l'homme en lui-même, et non pas une simple généralité. Vous voyez ? C'est ce qu'on appelle la définition essentielle. Définition essentielle. Et il y a un abîme entre une définition essentielle et une généralité physique. Car la généralité physique, vous comprenez, s'adresse à la sensibilité. Elle décrit des phénomènes physiques et sensibles de ressemblance, alors que la définition essentielle nous donne la nature de l'être en question, en l'occurrence de l'homme, là, dans notre exemple. Et on comprend que pour aller au-delà d'une description physique, d'une généralité physique, et atteindre la nature de l'être en lui-même, il faut une autre faculté que les sens qui ne saisissent que l'extérieur, que l'apparent. Et cela, qui va au-delà, c'est l'intelligence, qui saisit ce que sont les choses en elles-mêmes, et pas seulement une simple description sensible. Seule l'intelligence peut connaître la nature d'une chose. La nature d'une chose. La nature, c'est la réponse au qu'est-ce que c'est. C'est ce qu'est la chose, est en elle-même. C'est, ce que la chose est en elle-même. La nature, c'est ce que la chose est en elle-même. La nature de l'homme, c'est ce qu'est l'homme en lui-même. L'homme est un animal raisonnable, c'est-à-dire doué de raison, rationaliste. Bon, au sens de raisonnable, bon, ça arrive aussi, mais au sens où il est doué, il est doté d'une intelligence. On ne peut pas aller plus loin dans la connaissance d'une chose. La description physique reste à l'extérieur, la définition essentielle va au centre de la chose. La nature, c'est ce que la chose est, ce qui la constitue dans son être, ce qui répond à la question « qu'est-ce que c'est ?» Pas facile qu'on dit là, mais bon, ça va s'éclaircir en avançant.
Autrement dit, ce que l'intelligence connaît par la nature intelligible universelle, c'est ce qui constitue la chose dans son être. Et donc, ce que l'intelligence connaît par la notion, c'est l'être comme tel. L'être comme tel. Hein. Quand on ajoute comme tel, ça veut dire l'être considéré sous sa caractéristique d'être. Par conséquent, l'être est l'objet formel de la connaissance intellectuelle dans les notions. Hein. Je répète, hein, ce que l'intelligence connaît est très très important. Hein. Ce que l'intelligence connaît par la nature intelligible universelle, c'est ce qui constitue la chose dans son être. Qui constitue la chose dans son être. Et donc, ce que l'intelligence connaît par la notion, c'est l'être comme tel. Hein. Par conséquent, l'être est l'objet formel de la connaissance intellectuelle dans les notions. Hein. Très très important ça. Et vous vous rappelez, on n'est pas dans des idées nuageuses, nébuleuses. L'être, c'est quelque chose de bien précis. Quand je dis bah, cette maison que je vois là en face de moi, c'est un être, c'est-à-dire c'est ce qui a l'existence. Hein. On va rappeler la définition de l'être, ce qui a l'existence. Le ce, c'est l'essence, hein, c'est une maison qui a l'existence, qui existe, c'est-à-dire qui est là devant moi. Hein. C'est pas une idée. Alors c'est considérer la chose, la réalité, sous cet aspect d'être, hein, c'est-à-dire quelque chose qui a l'existence, mais c'est quelque chose de tout à fait réel. Et quoi de plus réel que l'existence, hein, ce qui caractérise essentiellement la réalité, c'est l'existence. Hein. Donc on n'est pas dans les nuages, au contraire, on va le signaler d'ailleurs, hein, je pense, dans ce parcours. Alors, c'est donc l'être qui donne sa nature à la connaissance intellectuelle, puisque c'est son objet formel, et donc sa forme, pour ainsi dire. C'est lui, l'être, qui spécifie ce mode de connaissance en l'homme. Alors c'est sûr que c'est pas, entre parenthèses, c'est pas l'application des outils qu'on a découverts de matière et de forme, l'application qu'on en fait dans la connaissance, c'est pas si elle est plus simple. Hein. Déjà, les notions en elles-mêmes ne sont pas faciles à saisir. Et en plus, à l'application, c'est assez difficile à suivre. Mais bon, vous voyez, il y en a pour tout le monde. Hein. Bon, ceux qui ne suivent pas tout à fait exactement, c'est pas excessivement grave. Hein. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'intelligence a une connaissance radicalement différente de celle des sens, c'est-à-dire en tant que l'intelligence saisit l'être comme tel, l'être en lui-même, alors que le sens saisit l'être en tant que sensible, en tant que couleur, en tant que son, en tant que goût, en tant que saveur, en tant que odeur, etc. Hein? On va en reparler, hein, on va remettre pour dire que le nominalisme n'est pas dans la vérité, en pensant que la connaissance intellectuelle ne fait que ne saisit que des généralités physiques pour faire des classements. Et on voit ainsi qu'il y a une différence de nature tout à fait radicale entre la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle. Car la sensibilité perçoit des phénomènes physiques qui agissent sur nos organes des sens, alors que l'intelligence perçoit directement l'être. L'être est à l'intelligence ce que la couleur est à la vue et le son à l'ouïe. Vous voyez, ça c'est assez clair comme explication. L'être est à l'intelligence ce que la couleur est à la vue et le son à l'ouïe. L'ouïe est faite pour percevoir le son, la vue est faite pour percevoir la couleur, et l'intelligence est faite pour percevoir l'être en lui-même. Et l'idée d'être est, comme on l'a vu, la plus fondamentale, la toute première. Elle est celle que toutes les autres supposent. Vous voyez, en plus, si on ne saisissait pas l'être, on ne pourrait rien connaître, il n'y aurait pas de dictionnaire. C'est complètement aberrant, cette définition du nominalisme.
On comprend ainsi pourquoi un enfant pose sans arrêt la question « Qu'est-ce que c'est, papa? Qu'est-ce que c'est ?» C'est l'intelligence qui s'éveille, qui perçoit l'être et qui veut connaître la nature des choses. Comment ça marche? À quoi ça sert? Pourquoi c'est comme ça? Comme l'œil cherche à voir et l'oreille à entendre. L'œil, vous savez, on a vu le petit bébé, il a les yeux tout grands ouverts pour découvrir le monde sensible au niveau des couleurs. Mais de même, quand il commence à poser la question qu'est-ce que c'est, c'est son intelligence qui s'ouvre et qui veut connaître l'être des choses. La réponse à la question qu'est-ce que c'est? La nature. Un enfant arrivé à l'âge de raison saisit la notion d'être, contrairement à un animal qui ne saisit que le sensible. Vous voyez, peut-être commencer à comprendre pourquoi l'homme a un autre développement que l'animal. Ça devrait être évident pour tout le monde, mais bon, on continue de chercher à nous faire croire que l'homme est un animal un peu plus amélioré que les autres animaux. L'objet formel de la connaissance intellectuelle est donc l'être. Il y a par conséquent une différence radicale entre l'objet de la connaissance sensible et celui de la connaissance intellectuelle, et donc entre l'animal et l'homme, ce qui fait que l'homme est vraiment un être à part dans le monde corporel. On peut donner plusieurs exemples concrets pour mieux mettre en relief cette distinction entre la connaissance sensible et la connaissance intellectuelle. Nous savons que nous sommes passés au cours de l'histoire des transports, des locomotives à vapeur aux locomotives électriques. Moi, je me rappelle, j'ai connu ça dans ma jeunesse. On faisait des kilomètres, enfin, au moins des centaines de mètres pour aller voir ces énormes machines là, crachant, soufflant. C'était très impressionnant. Quand on était gamin, c'était le début de la technologie. Enfin, de la technologie développée comme elle est aujourd'hui. Alors, pour un chef de gare, essentiellement, il n'y a pas eu de différence entre la locomotive à vapeur et la locomotive électrique. C'était toujours un engin destiné à tirer des wagons pour le transport de voyageurs ou de marchandises sur les rails. C'est la définition qui donne la nature des choses et qui n'a pas changé, que la locomotive soit à vapeur ou électrique. Bon, il y a une différence évidemment quand même de moteur et de moyens d'actionner ces grosses machines. Mais, donc, pour le chef de gare, il n'y a pas énormément de différence. C'est toujours un engin qui tire des wagons sur des rails. Et pour le chien du chef de gare, qui ne saisit que le sensible et les généralités physiques, ça a été un bouleversement complet entre ces monstres rugissants au bruit d'enfer, les locomotives à vapeur, crachant, mugissant, sifflant, soufflant la vapeur, et projetant des étincelles, c'était impressionnant. Et ces grosses boîtes de fer, les locomotives électriques, ont un rendement régulier d'un moteur électrique. Pour le chien, il y a une différence radicale. Pour l'homme aussi, si vous voulez, parce que du fait qu'il a un côté animal, mais pour l'homme, du point de vue de ce qu'est la chose en elle-même, de la définition, il n'y a pas grande différence. Alors c'est vrai qu'il peut même y avoir une différence sentimentale, les chefs de gare ou les gardes-barrières qui ont connu le temps des locomotives à vapeur. Mais la nature de la locomotive était toujours la même, et son travail de chef de gare restait pratiquement le même au chef de gare. La faculté de connaissance de l'animal ne dépasse pas l'apparence. L'intelligence de l'homme va au cœur des choses pour en saisir la nature, ce qui fait que l'être est ce qu'il est, c'est-à-dire l'être en lui-même.
Bon, vous me direz, entre parenthèses, il y a une certaine forme d'intelligence chez l'animal, hein, mais on précise qu'il a les caractéristiques d'une intelligence qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire qu'il va avoir une certaine formation, une certaine des caractéristiques en lui, parce que le renard, par exemple, ou vous avez ou le rat, on dit que le rat est très intelligent au sens entre guillemets, ce sont des aspects de l'intelligence qui n'appartiennent pas à l'animal, c'est-à-dire qu'il n'a pas libre usage de l'intelligence. Il a, disons qu'on pourrait appeler ça des formatages en lui, qui vont l'aider à répondre à tout ce dont il a besoin dans son espèce, hein, dans toutes les situations où il va se trouver dans son espèce. Hein. On sait que on va le prouver, que le monde est venu par la création d'un être extraordinairement intelligent et beau qui est Dieu. Hein. Bon. Il faut sortir de cette idée d'évolution qui est venue toute seule, c'est complètement fausse, hein. On va le démontrer. Hein. Et donc l'animal a quand même une certaine forme d'intelligence, mais une intelligence qui ne lui appartient pas, c'est-à-dire qu'il ne saisit pas, il ne saisit pas l'être en lui-même par lui-même. L'animal, il a comme disons des programmes, si on peut dire, tout fait en lui, ce qui va lui permettre de répondre à certaines situations parfois assez complexes, comme le renard, on sait que c'est le plus rusé des animaux, hein, et ce qui prouve cela, c'est que l'animal ne sort pas des caractéristiques de son espèce. Hein. Par exemple, le renard, il va toujours habiter dans un terrier. Il ne va jamais lui prendre l'idée de construire une habitation assez sophistiquée, avec non seulement les caractéristiques utilitaires, mais aussi la beauté, du design, comme on dit aujourd'hui. Ça ne lui viendra pas à l'idée, il n'en aura pas la possibilité parce qu'il n'a pas libre usage de l'intelligence. Hein. De même, l'hirondelle va faire son nid tous les ans, tous les 100 ans, tous les 1000 ans, de la même manière. Et il y a une certaine forme d'intelligence chez l'animal, mais il n'a pas pleine possession de l'intelligence comme nous. Bah pour nous, dans les mêmes exemples, il n'y a qu'à voir toute la diversité, l'immense diversité de l'habitat de l'homme, hein, qui va de la simple hutte, la caverne, jusqu'au palais, aux habitations les plus sophistiquées, surtout maintenant avec la technique, le modernisme, etc. Et puis aussi, deuxième exemple, l'habillement, par exemple, l'habillement de l'homme. Hein, on a toutes les possibilités y sont passées. Alors que l'animal, lui, bon, point de vue de l'habillement, en plus, chez lui, c'est tout réglé parce qu'il a ça à sa naissance. Il a son costume dès la naissance et qui se renouvelle tout seul. Alors, ça lui coûte pas cher, c'est pratique. Vous voyez la différence, voilà, une parenthèse. Pour répondre à une objection qui aurait pu vous venir à l'esprit et dire, bah oui, mais non, mais l'intelligent, je vois mon chien, il est drôlement intelligent, il comprend bien les choses. Bon, voilà. Il y a une certaine forme d'intelligence chez l'animal, mais d'une intelligence qui ne lui appartient pas. Il en a pour ainsi dire, les effets, et puis aussi des sortes de principes en lui pour mettre en application son savoir-faire dans certaines situations. C'est complexe, hein, parce que notre Dieu est un Dieu infiniment beau, infiniment puissant, et il a créé des choses formidables. Mais ce n'est pas l'intelligence comme celle de l'homme, hein, vous comprenez pourquoi. Alors, l'homme saisit parfois à travers des caractères physiques fort divers une même nature intelligible. Bon, on continue de prendre des exemples. Par exemple, l'homme saisit à travers les différences sensibles notales entre un Saint-Bernard, un tilleul et un livrier, une même nature de chien. Hein. Ils sont tous trois des chiens, mais quelle différence sensible entre eux. Hein. Vous voyez, hein, si c'était seulement le fait de classer
dans des généralités les choses, comme le dit le nominalisme, eh ben, on ne pourrait pas classer le Saint-Bernard, le teckel et le lévrier dans la même classification, qui sont des chiens. Vous allez me dire si, parce qu'ils aboient tous les trois. Bon, et c'est là qu'on a des... c'est là qu'on a des... Pardon. Voilà, ils sont tous trois des chiens, mais quelle différence sensible entre eux. L'intelligence saisit même parfois des réalités qui ne sont pas représentables sensiblement. Ah oui. Par exemple, on comprend très bien avec l'intelligence précisément ce qu'est un myriagone. Hein. Ce que c'est un myriagone, c'est une figure à 10 000 côtés. C'est pas impossible, hein, une figure à 10 000 côtés, c'est tout à fait possible. Mais on est incapable pratiquement de se représenter sensiblement. Hein, essayez de dessiner un myriagone en distinguant bien les côtés, 1000 côtés. Vous faites, bon, mettons convexe, oui, parce que si on le fait en même temps convexe et concave, on y arriverait peut-être assez facilement. Mais un myriagone convexe, c'est-à-dire bon, qui se rapproche de la forme du cercle, bah, il arrive un moment où la distinction devient sensible, devient difficile, alors que rationnellement, avec l'intelligence, on saisit parfaitement, avec une précision, ce que c'est, hein, avec une belle précision. La différence sensible est minime, on a du mal à distinguer, avec l'intelligence, c'est tout à fait clair, hein, 1000 côtés. De même, un point en mathématiques, strictement parlant, n'a pas d'étendue, hein. Car aussi petite soit cette étendue, dès l'instant où il y a une étendue, ce n'est plus un point, c'est une surface, une figure. Hein. Or, il est absolument impossible de se représenter avec les sens quelque chose qui n'a aucune étendue. Hein, voyez, alors que l'on saisit parfaitement ce que c'est avec l'intelligence. Hein, qu'est-ce que c'est un point dans le... Bon, là, il faut peut-être avoir une intelligence un petit peu... qui a travaillé un peu. Un point en mathématiques, c'est une position, hein, dans l'espace. Mais on ne peut pas le représenter sensiblement, parce que dès l'instant où on va faire quelque chose avec un crayon, avec une pointe aussi petite soit-elle, dès l'instant où c'est saisible sensiblement, ça va être une surface. Hein. On prend un gros microscope, on ne pourra pas faire un point sans surface. C'est ça la définition du point. La définition du point, c'est une position sans surface. Et on comprend très bien ce que c'est avec l'intelligence, et on est incapable de le représenter sensiblement. Parce qu'il n'y a rien de sensible dans un point. Hein, et on peut en dire autant d'une ligne, la ligne, et puis aussi le volume en mathématiques, on ne peut pas les représenter sensiblement. On le représente de façon imagée avec un crayon, mais ce n'est pas exact. Hein. De même, un mot, on peut le représenter sensiblement avec un stylo ou avec une imprimante, mais le sens d'un mot, hein, on ne peut absolument pas le représenter sensiblement. Hein. Le sens d'un mot, c'est cela la définition, la notion, ce qui représente la nature d'une chose, ce que saisit l'intelligence, c'est-à-dire l'être. Hein. Vous présentez un dictionnaire à un chien ou à un singe, il va s'amuser, peut-être manger les feuilles, mais il ne verra jamais le sens des mots, jamais, jamais, jamais. Il verra des caractères, il verra les signes qui sont dessus, que sont les mots, il verra les pages, il verra l'encre, il pourra la goûter, il pourra froisser les pages, entendre le son des pages, il pourra le peser, mais il n'atteindra jamais le sens des mots, même si on essaye de lui apprendre la langue. On verra la différence entre la notion et la nature d'une chose. Hein. La notion,
c'est la nature de la chose dans l'intelligence. Hein. La nature est particulière dans la chose et la notion est universelle dans l'intelligence, mais c'est la même chose. Vous voyez? Ben oui, parce que la notion, ou l'essence aussi on l'appelle, la nature aussi d'une certaine manière, hein, si vous voulez, saisit c'est ce que saisit l'intelligence dans la chose, si vous voulez, quand elle se pose la question qu'est-ce que c'est. La notion, c'est la nature de la chose, particulière dans la chose, qui se trouve de façon universelle dans l'intelligence. On en reparlera, vous voyez. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on saisit ce qu'est la chose en elle-même, et là, c'est particulier, parce que c'est ce qui fait que cette chose-là est ce qu'elle est. Et puisque nous, on saisit dans cette chose-là la nature universelle qui est universelle dans notre intelligence, parce qu'on peut après l'appliquer à tous les êtres qui ont les mêmes caractéristiques. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'homme a une faculté, l'intelligence, de saisir la nature des choses en elles-mêmes. Ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, car la nature d'une chose, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Oui, ce qu'on vient de dire, la différence entre la nature et la notion, bon, vous avez compris, nature dans la chose et puis notion dans l'intelligence, c'est une façon de distinguer la différence, mais en fait c'est la même chose. De toute façon c'est la même chose puisque c'est ce qu'on connaît. Ce qu'on a dans l'esprit, c'est ce qui est dans la chose, donc c'est la même chose. Bon, on peut prendre le terme nature dans la chose individuelle et puis notion universelle dans l'intelligence. Vous voyez, c'est la même chose. Disons que la notion n'est pas dans la chose. La nature est dans la chose. Elle peut être dans l'intelligence quand on connaît la chose, mais la notion, c'est un nom quand même spécifique de l'objet de l'intelligence en tant que connu. Et on a vu que la nature plus l'existence, c'est l'être. Bon, je reprends ce qu'on avait repris là. Ce qu'il faut retenir surtout, oui, c'est que l'homme a une faculté, l'intelligence, de saisir la nature des choses en elles-mêmes, ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, car la nature d'une chose, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Et on a vu que la nature plus l'existence, c'est l'être. Hein, vous vous rappelez? L'être, c'est ce qui existe. Hein. Ce, l'essence, la nature, plus l'existence qui existe. On a en nous une faculté appelée l'intelligence qui nous permet de saisir l'être des choses. Ce que n'admettent pas les nominalistes, qui croient que nous ne sommes capables que de saisir des caractères physiques, vous voyez, sensibles des choses, et d'en déduire des généralités pour classer les choses sous des noms communs. Mais il est évident que nous sommes capables de saisir l'être, contrairement aux animaux, ce qui nous permet de répondre à la question « qu'est-ce que c'est ?» la question de l'homme, en laquelle se résument toutes ces autres questions. Quand on répond à cette question à propos d'une chose en disant « c'est ceci ou cela », on exprime ce qu'on a saisi de cette chose, c'est-à-dire sa nature, son être, ce qui fait que l'être est ce qu'il est et non autre chose, nature qui est particulière dans la chose et universelle dans l'intelligence. Vous voyez, ça commence à... Retenez bien ça. Hein. Bon, cherchez pas trop à savoir si c'est vrai ou pas pour l'instant. Bon, vous voyez, on fait tout ce qu'on peut pour ça, hein, mais si vous avez encore des objections, mettez-les de côté pour l'instant, ça va s'éclaircir hein, par la suite. Alors, ce que je disais, bon, l'enfant, il faut espérer que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais j'ai bien peur que ça se perde de plus en plus, surtout que les médias font tout pour, c'est-à-dire de nous empêcher de réfléchir. Ça, c'est grave, très très grave. Hein. Les médias, avec la rapidité avec laquelle ils nous balancent les images, nous empêchent de réfléchir et de nous poser la question qu'est-ce que c'est. Hein. L'enfant, quand on était dans un monde encore à peu près, bon, normal, il n'a jamais été normal parce qu'il y a toujours eu le péché et d'énormes problèmes, mais il y a quand même eu un temps où les gens étaient plus près de la nature.
et où l'enfant, quand c'est commencé à s'éveiller sa raison, il commençait à se poser les questions, qu'est-ce que c'est? Il avait le temps, parce que les choses se déroulaient, même il se déroulait d'une façon où il avait le temps de réfléchir, de se poser les questions. Alors que maintenant, bon, là, on est dans un monde, qui sait qui va ramasser les débris de la civilisation. J'espère que ça va s'arranger avant, parce que d'où moi l'intérêt, la réaction de mettre ces cours en ligne et de propager ces cours, et puis je compte sur vous pour les faire connaître, parce que il faut absolument retrouver les vérités fondamentales de la vie de l'homme, les vérités qui est faite pour qu'il trouve le bonheur qu'il cherche. Et là, on est parti dans la direction opposée, et de façon radicale. Les pauvres enfants, une fois que ça va être bien, ils vont avoir été déformés dès le départ, après, pour rattraper les choses, il y a des choses qu'on ne pourra jamais rattraper d'ailleurs, parce qu'on va le voir, on a des cours sur l'éducation, sur la famille, et il y a des jeux où on le sait, de toute façon, vous le savez bien, on a des choses qui se marquent en nous dès l'enfance, c'est qu'on n'arrive jamais on arrive à soigner plus ou moins, mais on n'arrive jamais à guérir complètement de blessures profondes de l'enfance. Voilà, donc d'où la prière et le travailler pour qu'on retrouve le nord. Donc on continue, on voit ainsi combien les nominalistes se trompent en refusant à l'homme ce pouvoir de saisir l'être des choses, c'est-à-dire son intelligence. C'est très grave, et cela va très loin, très très loin. Car entre autres, c'est par cette intelligence, comme je le disais, que nous avons été créés à l'image de Dieu, par laquelle justement nous sommes capables de nous enrichir de toutes les natures des choses, pour devenir d'une certaine façon comme Dieu. Toute chose, de tendre en nous-mêmes vers l'infini de l'être. Qui est Dieu, en fin de compte, c'est l'être infini. Et par la connaissance de l'intelligence, nous rentrons, nous assimilons, on va le voir, d'une certaine manière, l'être en nous-mêmes. Bon, c'est pas de la même manière que Dieu, parce que c'est la façon de la connaissance, mais ça c'est quelque chose d'assez proche. C'est très grave aussi de refuser non seulement à l'intelligence le pouvoir de saisir la nature des choses, mais encore de nier que les choses ont une nature, et de ne reconnaître en elles que l'apparence, les qualités physiques, sensibles. C'est complètement absurde. Car la nature est ce qui fait que l'être est ce qu'il est. Et si les êtres n'ont rien qui fasse qu'ils soient ce qu'ils sont, ils ne pourront pas être ce qu'ils sont. Ils ne pourront pas être et rien n'existerait. Bon, c'est pas facile ce que je dis là, mais c'est tout à fait logique. La nature, c'est ce qui fait qu'un être est ce qu'il est. S'il n'a pas de nature, il n'a rien qui fasse qu'il soit ce qu'il est, et donc il ne sera pas. Donc il ne doit rien exister d'après les nominalistes. Il n'existerait même pas l'intelligence, car en refusant ce pouvoir à l'homme, on lui refuse le fait d'avoir une intelligence. Parce que l'intelligence n'est rien d'autre que ce pouvoir de saisir la nature des choses. Et cette erreur a aussi des répercussions désastreuses en théologie, parce que Luther et Calvin, par exemple, ayant été formés à la philosophie nominaliste de Guillaume d'Occam, refusent à la grâce le fait d'être sanctifiante. Bon, on prend un petit peu d'avance sur la théologie, là, mais c'est pour reprendre un exemple. Enfin, pour voir un peu les dégâts qu'apportent ces erreurs. Refuse à la grâce par exemple, Luther et Calvin ayant été formés à la philosophie nominaliste de Guillaume d'Occam,
refuse à la grâce le fait d'être sanctifiante, c'est-à-dire le pouvoir de nous transformer réellement en fils de Dieu, en nous divinisant réellement. Le pouvoir de la grâce sanctifiante, c'est de nous transformer réellement en fils de Dieu, en nous divinisant réellement. C'est à ça qu'on est appelé. On est appelé à devenir, c'est connu, mais chez nous, chez les chrétiens, qui ont encore une formation conséquente, est-ce que c'est bien évident qu'on est appelé à devenir des dieux? On est appelé à devenir des dieux. Et pour cela, il faut un don de Dieu qui s'appelle la grâce sanctifiante, qui nous transforme peu à peu dans notre vie de chrétien, grâce à la prière, on verra tout ça, au sacrement, etc., qui nous permet, cette grâce sanctifiante, de devenir fils de Dieu, c'est-à-dire réellement de devenir des gens transformés en Dieu, en fils de Dieu, qui nous permet de nous diviniser. C'est pas n'importe quoi. C'est là qu'on verra que notre religion catholique, c'est autre chose que les religions qui sont des mouvements, qui ont leurs valeurs, mais qui sont des mouvements de l'homme vers Dieu, alors que notre religion, c'est Dieu qui vient parmi nous, déjà, premièrement, et deuxièmement, qui nous, pour ceux qui le veulent, qui nous permet de nous transformer, grâce à cette grâce sanctifiante, en fils de Dieu véritable, c'est-à-dire véritablement divinisé. On verra ça. Et voilà, et pour eux, la grâce sanctifiante, ce n'est qu'un nom, sans plus. Il n'y a rien de spécial sous ce nom-là. Vous voyez jusqu'où ça va, ça, c'est terrible, parce que il n'y a plus que les noms, il n'y a plus leur signification. Bon, c'est toujours dans ces choses, ces erreurs, il y a toujours un côté de vérité, et puis il y a aussi on dit que ça n'existe pas, puis on fait comme si ça existait. Vous voyez, on dit il n'y a rien sous les mots, mais en fait on n'arrête pas de s'en servir du sens des mots. C'est malhonnête en fin de compte. On verra que l'idéalisme c'est la même chose, d'une autre manière. En définitive, pour les nominalistes, il n'y a que des apparences physiques sensibles et des noms représentant des caractères sensibles généraux, sans rien de réel derrière, ce qui entraîne des conséquences graves. Car c'est la négation pure et simple de tout le monde immatériel des natures de notre monde, et des réalités immatérielles comme la vérité, l'amour, la paix, et puis les réalités du monde invisible de Dieu, comme on le disait, et des esprits célestes, et donc de Dieu lui-même. C'est la route barrée, c'est barrer la route vers la réalité, la vérité, les hautes valeurs, et donc c'est encore, vous voyez, une véritable invention du prince des ténèbres. Donc l'intelligence saisit les natures intelligibles universelles des choses, et la nature, avec l'existence, c'est l'être. L'être est donc l'objet formel de la connaissance intellectuelle. Bon, là ça va, je pense que ça commence à bien rentrer. Nous avons donc vu aujourd'hui la connaissance sensible, que celle-ci est caractérisée par un objet matériel et un objet formel. L'objet, on fait un petit résumé là. L'objet matériel, ce sont des êtres individuels particuliers, avec toutes leurs caractéristiques particulières individuelles, et l'objet formel de la connaissance sensible, qui donne sa nature à chaque sens, ce sont les caractéristiques physiques spécifiquement différentes qui agissent sur nos organes des sens. De même, l'objet matériel de la connaissance intellectuelle, ce sont les êtres connus comme universels,
Et l'objet formel de cette connaissance, c'est l'être, c'est-à-dire ce qui a l'existence, ce qui a l'existence. L'être est à l'intelligence ce que le son est à l'ouïe et la couleur à la vue. Et l'être, c'est l'essence ou nature plus l'existence. De fait, l'objet de l'intelligence humaine, c'est surtout la nature des choses, ce qui répond à la question « qu'est-ce que c'est ?» mais jamais séparé de l'existence. Oui, ça c'est important aussi. On a eu des philosophies aussi, le conceptualisme, je crois que ça s'appelle, qui sont envolées dans des conceptions plus ou moins détachées de la réalité, de l'existence. Nous avons vu aussi que tout ce que l'on connaît a son origine dans le sensible. C'est très important, ça, très très important, pour ne pas nous perdre dans d'autres mondes, des paramondes, etc. Comment l'intelligence s'y prend-elle pour tirer les natures intelligibles universelles des êtres particuliers et individuels que nous connaissons par la sensibilité? C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Comment, là on a vu que l'objet de l'intelligence, c'est la nature des choses dans les choses elles-mêmes, qu'on saisit nous dans l'intelligence de façon universelle. Prochain cours, on va voir comment l'intelligence saisit ces natures dans les êtres particuliers que nous connaissons. Voilà, ce cours est fini. Bon courage, bonne étude et à la prochaine fois.